Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des chapitres 83, 84 et 85 de Ron Kamonohashi. Et oui, 3 chapitres en même temps, donc une vidéo assez longue, puisque les 2 premiers ont été traduits en même temps, et le troisième, je l'ai attendu puisqu'il allait arriver seulement quelques jours après. Donc un peu en retard, mais c'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui. Du coup, donc, avant de commencer, merci à ceux qui s'abonnent, ça fait grave plaisir, et ceux qui like aussi, évidemment. Donc vidéo assez longue aujourd'hui probablement. Donc pas trop le temps, on attaque directement avec le chapitre 83. Donc le chapitre 83 commence avec la fin du 82, c'est-à-dire avec Ron demandant de l'aide aux membres de Blue. Bien sûr, le docteur Hirsch est totalement contre l'idée de s'impliquer dans une affaire de la famille M, surtout qu'il ne peut selon lui pas être un suspect. Ce serait ridicule en effet au vu du nombre d'accusations sur son dos pour affaires louches, il y en a quand même pas mal. Shashi, oui, bon, toujours un nom aussi chelou lui. Donc Shashi évidemment enchaîne et estime que lui et la prof ne peuvent être sur la liste des suspects, étant selon lui des détectives nés. Incroyable argument. Le doc et Shashi décident donc de s'en prendre à Elmer pour rejeter tous les soupçons sur lui. Parce que bon voilà, fallait trouver un bouc émissaire et du coup c'est Elmer. Elmer demande donc des explications, ce qui est normal. Il se fait accuser au calme et le doc répond qu'être un ami du loup solitaire Ron est largement suffisant pour être suspect. Et Shashi de son côté apporte un raisonnement toujours plus bancal en disant simplement qu'il ne l'aime pas, entraînant un sarcasme de Ron qui m'a bien fait rire, faut avouer. On en est ensuite donc la prof Finn qui interrompt de nouveau le doc et Shashi, comme dans le chapitre 82. Et ce pour demander à Ron si c'est une bonne chose de lui faire confiance. Ce à quoi Ron nous explique que bien que ces méthodes ne soient pas très éthiques, il estime que c'est nécessaire pour arrêter le coupable. Il est prêt à payer le prix de ses actions. Cette simple réponse a l'air de contenter tout le monde. On voit bien que Ron est encore considéré comme un génie inégalé par les membres de Blue et Toto. Pas étonnant étant donné qu'il avait les meilleurs résultats de l'histoire lorsqu'il était encore à l'école de Blue. Cela aura suffi à convaincre le Dr Hirsch de coopérer. Le plan de Ron est très simple. Les coupables doivent tous rester dans une seule pièce pour se surveiller mutuellement et empêcher un nouveau meurtre. En gros, confinement. Cette idée est rapidement approuvée par la professeure Finn et par Elmer, mais évidemment, le doc décide de râler comme d'habitude et refuse de passer ses vacances avec des suspects et surtout bloqué dans une pièce. Ce à quoi Ron répond qu'il suffit d'annuler le prochain meurtre pour qu'ils leur rendent leur liberté. Prochain meurtre qui est censé arriver assez rapidement normalement. Finalement, l'idée est approuvée, bien que ce soit à contre-cœur pour le trouillard, le Dr Hirsch pardon. Elmer informe directement l'équipe qu'une salle assez grande et peu fréquentée est utilisable au 6e étage. On a comme d'habitude une remarque sympa du doc qui soupçonne encore Elmer, cette fois-ci pour le fait qu'il connaisse bien le bateau. Ce à quoi notre suspect répond que c'est son travail de connaître les lieux les plus propices au meurtre. Pour le coup, il y en a quelques-uns qui commencent à se produire ici. Remarque de Toto assez inquiétante, puisqu'il nous rappelle que Elmer est aussi calé en vol, et on se rappelle justement que la licence du doc avait été volée. On se retrouve avec nos suspects dans la salle dont a parlé Elmer juste avant. Le premier à l'ouvrir est encore une fois le Dr Hirsch, qui doit avoir une liste de sarcasme illimitée dans sa poche, et cette fois-ci propose un jeu de devinette pour trouver le meurtrier. Oui, il a envie de jouer quoi. Et en réponse, Ron affirme que le doc pourrait être le meurtrier, ce qui entraîne le docteur à rappeler les événements du stage sanglant. Cela a l'air d'énerver Ron qui souhaite arrêter cette discussion ici, mais Shashi en rajoute en estimant que tout le monde considère Ron comme coupable, ce qui n'est en vérité pas le cas, on a déjà pu le voir. Mais malgré tout, ça va pas être cool de se faire accuser à tort sans avoir de preuves irréfutables pour prouver qu'on est innocent. Je suppose que ça ne va pas faire du bien. Nouvelle information que nous apporte le Dr Hirsch, puisqu'on apprend que l'une des victimes a été tuée en 2 fois. Le premier coup ayant loupé, ce qui n'est pas normal pour un tueur d'exception comme Ron, selon le docteur. Encore un sarcasme sympa quoi.
Toto ne loue pas son tour pour affirmer que Ron est innocent, puis c'est au tour de la prof Finn qui demande comment le docteur peut en savoir autant alors qu'il n'était même pas censé être le médecin en chef de cette affaire. Ce à quoi le docteur décide de stopper la discussion ici, avec comme excuse que le coupable pourrait en profiter. Ce qui en soi est une bonne excuse, mais on peut quand même facilement comprendre qu'il y a quelque chose d'étrange ici. On peut penser que le docteur cache quelque chose, qu'il a des informations qu'il n'a pas envie de lâcher. Toto, qui pense se poser des questions dans sa tête par rapport à la situation du meurtrier, ne s'était pas rendu compte qu'il parlait à voix haute. La professeure Finn lui affirme que le coupable est dans cette pièce, cela ne fait aucun doute selon elle. En même temps, généralement quand Ron dit quelque chose, ceux qui l'écoutent, ils en sont persuadés. Comme pour changer de sujet avec un air gêné, notre policier demande quelques explications sur le lien entre Shashi et la prof, donc comment ils se sont rencontrés, etc. Ce à quoi cette dernière répond que la famille de Shashi a pour tradition de servir celle de la détective des chambres closes. Mais cette tradition devait se finir avec le père de Shashi. C'est après un accord que Shashi a été élevé par la famille de la professeure debout. On découvre avec la suite de cette discussion que Shashi est devenu l'assistant de sa prof volontairement et non pas par obligation. Au-delà de l'admiration pour les talents de sa sauveuse, Shashi aurait déjà sauvé la vie de la prof Finn. Très clairement, on peut voir que Shashi est prêt à tout pour elle. Il est prêt à tout pour celle qui doit servir, même si cela doit lui coûter la vie. Puis la question que Toto avait posée lui est retournée en ce qui concerne sa relation et sa rencontre avec Ron. Ce à quoi le policier répond qu'ils se connaissent depuis un peu moins d'1 an, ce qui a l'air de surprendre la prof au vu de la proximité du tandem que forment les deux. D'ailleurs assez intéressant du coup, puisque ça veut dire que dans le manga il s'est écoulé à peu près 1 an depuis le chapitre 1. C'est une petite information sympathique. Le sarcasme du docteur est de retour, souhaitant la séparation des deux amis, c'est-à-dire Ron et Toto. Mais au moment où il allait probablement lancer un autre sarcasme, il marche sur un bout de papier contenant un message sacrément sordide concernant la 3e victime. Directement, les détectives cherchent d'où vient le message, mais ne trouvent aucun indice puisque celui-ci a été lancé dans l'angle mort de tout le monde et donc pouvait venir de n'importe qui dans la pièce. Ne voulant pas perdre de temps, ils enchaînent sur le décryptage du message avec comme première info la potentielle heure du crime, puis on a un nombre en partie masqué, ce qui intrigue Ron, ou alors il a trouvé quelque chose mais ne souhaite rien partager pour le moment. On le saura un petit peu plus tard dans la review. Mais celui-ci n'a pas le temps de cogiter, la professeure Finn supposant que le nombre serait celui d'une chambre, Shashi demande si ça ne serait pas du bluff, mais Toto lui confirme que ce n'est pas possible avec la famille M, entraînant la conclusion du docteur estimant que à minuit 10, l'heure indiquée sur le papier, un meurtre aura lieu dans une chambre commençant par 01, ce qui laisse les chambres 101, 102, etc. jusqu'à 601. On rappelle d'ailleurs à l'heure actuelle que nos chers détectives sont tous à l'étage 6, donc l'étage des chambres 600. On sait qu'il n'y a qu'un meurtre par jour, donc seule une chambre peut être la bonne, mais il ne reste que 15 minutes avant que le crime annoncé se réalise. Elmer propose donc que chaque personne se charge d'une chambre, idée approuvée par le docteur, car si un meurtre devait tout de même se produire, alors le meurtrier ne pourrait pas se cacher et serait pris la main dans le sac. C'est une idée intéressante. Pour une fois que le docteur réfléchit. Cependant, Ron refuse catégoriquement que qui que ce soit quitte cette pièce, puisque selon lui, le tueur serait alors libre et pourrait donc trouver une solution, comme c'est si bien le faire la famille M lorsqu'il s'agit de meurtre. Ils sont professionnels dans le domaine. La professeure Finn se joint à l'avis de notre détective sans licence. Étonnamment, pour une fois, le doc dit quelque chose d'utile et estime que si c'est encore un meurtre à retardement, alors aller vérifier permettrait de potentiellement sauver la personne en danger. Shashi et Toto sont limite en panique, pensant que le meurtrier pourrait avoir placé une bombe ou autre permettant de tuer sans être sur place, mais ça ne colle pas trop, puisque seule une personne doit mourir, et une bombe, ça va pas tuer qu'une seule personne normalement. À moins que la personne elle soit planquée dans un coin ou je ne sais quoi. Sur ces mots, Ron retire son refus d'aller vérifier les chambres. Donc surprenant Toto,
et la prof des meurtres en chambre close par la même occasion. En gros, il change d'avis comme je cite. Mais au moins, ça veut dire qu'il a été intéressé par l'avis du docteur Hirsch. Directement, Ron assigne une chambre à chacun et demande à tous les détectives de revenir dans le hall à minuit 20, à cause de la panne de réseau empêchant les communications. Le temps presse, mais Toto semble avoir remarqué quelque chose d'étrange chez Ron. En effet, déjà avec la découverte du message, il semblait penser à quelque chose. Et il est donc possible qu'il ait trouvé une information importante. Le chapitre 83 se finit sur l'image d'un homme en train de se noyer, on ne sait où. On n'a pas plus d'infos, mais bon, à première vue, s'il est en train de se noyer, c'est peut-être pas dans une chambre, ou alors dans une baignoire, quoi, mais voilà, ça paraît un peu étrange, quoi. Passons maintenant au chapitre 84 qui commence avec Toto courant dans le couloir cherchant la chambre 101. Une fois trouvé, celui-ci demande directement à la personne à l'intérieur d'ouvrir. Un homme lui ouvre, surpris d'être dérangé à cette heure. Toto, sans prendre une seconde, demande si quoi que ce soit d'étrange se serait produit dans la chambre, mais tout semble normal. Bizarrement, on nous montre à nouveau l'aquarium et on sait qu'une personne est en train de se noyer. Serait-ce dans cet aquarium ? À voir. Hein. En tout cas, Toto, qui a probablement été pris pour un fou, retrouve Ron à un étage supérieur. Rien à signaler dans la chambre 601, ce qui fait 2 chambres en moins. Ron n'a d'ailleurs pas dû mettre longtemps puisqu'il était déjà à son étage. D'ailleurs, c'est probablement voulu. Mais ici, Ron nous apprend qu'en réalité, le numéro n'indiquait pas une chambre. Ça serait trop simple pour une énigme de la famille M. D'accord, donc il avait l'air déjà de... Enfin, il le savait déjà, hein, du coup, mais il avait rien dit. Le meilleur élève de Blue nous explique que ce plan n'avait pas pour but de vérifier les chambres, mais plutôt d'évaluer les réactions des suspects. D'ailleurs, pour ça qu'il avait dit qu'il ne voulait pas les vérifier. Il voulait probablement vérifier justement les réactions de chaque personne et ensuite se décider. Finalement, c'est bien grâce à Toto que Ron trouve la réelle signification du message, car il y a un 7e étage dans ce bateau. Tout en allant vers l'ascenseur, Ron explique que le 7e étage est la piscine, donc pool en anglais, ce qui ressemble à 01, mais c'était en fait une fausse piste de la famille M pour les tromper. Et probablement avoir le temps de faire ces petites affaires. Une fois au 7e étage, Ron et Toto découvrent 2 personnes, dont une sous l'eau en train de se noyer. Tous les aquariums montrés dans les 2 derniers chapitres, c'était un indice de l'auteur. Le criminel est aperçu par Ron, et cela part en course-poursuite pendant que Toto sauve les victimes du piège. Le criminel laisse tomber un téléphone en fuyant, puis il disparaît comme par magie. On sait pas où il est passé, hein, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris la page, je ne sais pas. Notre détective récupère le téléphone, puis retourne voir Toto, qui a réussi à sauver les 2 personnes dans la piscine. Encore heureux. Bien qu'en réalité celle sous l'eau était en danger, hein, ce qui revient encore au fait que seule une personne doit mourir. Et en même temps, ça nous remontre à nouveau encore une méthode cruelle de la famille N, qui consiste à tuer une seule personne, mais indirectement. C'est toujours un duo, mais dans le duo, il y en a une qui meurt, et du coup l'autre qui s'en veut, parce que c'est un peu de sa faute, entre guillemets. Une méthode sacrément cruelle, hein, évidemment. Ron montre son téléphone satellite, mais pas le temps de s'occuper de cela, puisque les coupables rappliquent tous en même temps. Il est temps de récupérer le plus d'informations possible, voire de mettre fin à l'enquête selon Ron. Fin du chapitre 84, il est donc temps de passer au 85 et dernier de cette vidéo, qui est quand même assez longue. On reprend donc au même moment que le 84, avec nos suspects interpellant Ron et Toto qui viennent de sauver 2 innocents. Directement, Elmer comprend que le 01 était en réalité une feinte, et cette méthode a réussi à impressionner la prof Finn qui est assez avare en compliments d'habitude. Après que les 2 innocents aient repris leurs esprits, ils expliquent avoir été contactés pour venir à la piscine, soi-disant qu'il y avait quelque chose d'organisé ce soir-là. Mais à peine arrivés sur les lieux, les 2 victimes ont été asphyxiées puis attachées dans la piscine de telle sorte que l'un doit se noyer pour permettre à l'autre de survivre. Une méthode bien cruelle, signature de la famille M.
Ron tente d'obtenir des informations sur la voix de la personne s'ayant appelé, mais bien évidemment, celle-ci était modifiée. Puis on apprend qu'ils viennent tous les deux de l'étage vérifié par Elmer, fait qu'il aura son importance plus tard dans le chapitre. Pour l'instant, le principal concerné explique les avoir ratés, probablement de peu, mais il est directement rassuré par la spécialiste des chambres closes, toujours attachée à ses élèves ou anciens élèves, comme Ron par exemple. C'est encore Elmer ici qui nous rappelle à quel point cette méthode de meurtre indirecte est cruelle, et Ron intervient et répond que de toute manière les intentions du meurtrier arriveront bien assez vite, déclaration qui laisse tout le monde sous le choc. Nouveau sarcasme du doc, ça faisait longtemps, ça m'a manqué. Et cette fois il se moque de Ron avec ses belles phrases, cependant nous savons très bien que Ron ne dit rien au hasard et qu'il a probablement déjà préparé quelque chose. D'ailleurs lui-même nous confirme qu'il est proche du but et qu'il ne lui manque plus qu'à confirmer quelque chose pour trouver le coupable. Ce qui encore ici choque tout le monde et prouve l'étendue des compétences de Ron Kamonohashi, le meilleur élément que Blue ait connu. Ici le suspect retourne probablement dans la grande salle, attendant une réponse de Ron et Toto restés au 7ème étage. Ron parle du téléphone satellite à Toto, mais malheureusement l'historique des appels a été supprimé, ce qui n'empêche pas Ron d'appeler quelqu'un, car là était son véritable objectif. Il voulait contacter Spitz, mais ne le pouvait pas avant à cause de la panne de réseau. Cet appel a de quoi laisser Toto incompréhensif, puisqu'il n'est plus censé être sur le navire. Mais Ron lui explique que le but de Spitz était juste de prendre des échantillons d'ADN des suspects pour pouvoir justement obtenir leur ADN, et ensuite fait en sorte de se faire virer pour examiner les ADN et voir si l'un d'eux pouvait correspondre au sang présent sur la veste de Ron. Lors du stage sanglant, puisque ce sang n'était pas celui de Ron ni des victimes, mais bien celui d'une autre personne. Et cela a payé puisque Ron a enfin une réponse claire. Le sang retrouvé est celui de Elmer, qui était d'ailleurs chargé du 5ème étage, celui où étaient les 2 personnes sauvées plus tôt. Ron nous explique qu'il soupçonnait déjà Elmer, mais pour quelques raisons, mais il a maintenant une confirmation. Puis la fameuse pose de Ron lorsqu'il résout une enquête, donc il pousse ses cheveux et il nous laisse montrer ses yeux. Bien que selon moi il se trompe, et le coupable est en réalité Spitz, mais ça je l'ai déjà dit et j'en parlerai plus précisément dans une vidéo à part centrée sur ce sujet. Revenons plutôt à notre chapitre. Petit moment nostalgique avec Ron qui se rappelle de sa rencontre avec Toto, qui sortait à ce moment-là d'un lieu religieux. Puis la première enquête de notre duo de choc. Cet instant nostalgique nous permet d'assister à Ron qui est éternellement reconnaissant envers Toto pour tout ce qu'il a fait. Et clairement, que ce soit Ron ou Toto, les deux ont fait beaucoup de chemin en un an. Mais pas le temps de respirer. Un gaz est diffusé d'un coup autour de nos 2 amis, puis un homme les assomme avec une barre de fer, et enfin un dernier plan sur Milo Moriarty prenant l'avion avec une destination qui nous est inconnue, d'ailleurs on ne sait même pas si ça a un intérêt ou non. Mais il est clair qu'il veut faire quelque chose, et j'ai déjà une idée par rapport à son plan. Pour expliquer rapidement ici, Ron est à nouveau inconscient, comme lors du stage sanglant. Il pourrait donc être à nouveau manipulé pour cette fois-ci, bel et bien tuer quelqu'un. Si ma théorie se révèle exacte, ça risque d'être mouvementé dans les prochains chapitres. Il peut se passer vraiment plein de choses. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette review qui aura malheureusement mis du temps à arriver, mais j'adore analyser ce manga en profondeur car il y a toujours quelque chose à dénicher. Et ça, c'est du pur kiff. Sur ce, merci à tous ceux d'avoir regardé jusqu'au bout, et à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.